Voilà. Pour vous, ça ne change rien. Donc, on termine la correction de l'exercice. L'idée, c'était l'application des lois de Descartes, avec un milieu 1 qui était de l'air, dont l'indice est égal à 1, un milieu 2 qui était du verre, dont l'indice est égal à 1,5. Et ensuite, il y avait 3 questions dont on a déjà résolu 2. Première question. Oui, une question? Avec vous, monsieur? Si j'ai 3. Si, mais dans 1 heure. C'est pas ce qui est marqué sur l'emploi du temps. Ah bah si, regardez, venez voir. Ah bah ça, il est là, monsieur. Ah alors ça par contre, je peux pas Non, dire mais grand-chose. je vais avoir un problème, c'est pas grave. Je vais aller en cours parce que... Vous voulez que je vérifie ou pas parce que... Non, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Non. Donc un rayon lumineux incident qui arrive avec un angle qui est mesuré avec la droite normale. Vous vous rappelez, la droite normale, c'est celle qui est perpendiculaire, qui passe par le point d'impact du rayon lumineux. Donc ici, j'ai 30 degrés. Et on a calculé dans la première question que s'il rentre à 30 degrés, quand il ressort à 19,5. Deuxième question, elle était importante. J'inverse le sens de la lumière. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller de la gauche vers la droite, ça va de la droite vers la gauche. L'idée générale, c'est un peu ça, c'est comme si je mettais ici un miroir. Et donc, j'ai la lumière qui vient du verre et se dirige vers l'air. Donc, elle va dans l'autre sens. Donc, ici, je mets un espèce de miroir. Et j'ai donc un angle d'incidence qui devient égal à 19,5. Et je veux calculer pour savoir comment le rayon lumineux ressort. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que si le rayon lumineux il revenait à 19,5 ici, quand il ressortait à 30. Et donc, la propriété qui va avec, c'est que finalement, la trajectoire d'un rayon lumineux est indépendante de son sens de propagation. Quand ça va dans un sens ou quand ça va dans l'autre, de toute manière, ça va toujours tracer le même chemin. Et ça, l'application, elle est toute simple. Ça veut dire que quand vous voyez quelque chose ou quelqu'un, cette personne est capable de vous voir aussi. Tout simplement parce que si vous le voyez, ça veut dire que la lumière va dans un sens, et donc sur un chemin donné, et donc la lumière peut aller dans l'autre sens. Alors c'est évident quand on est autour de nous, ça l'est beaucoup moins quand on est par exemple dans la piscine. Il y en a certains d'entre vous qui ont se sont peut-être amusés à nager au fond de la piscine. Quand on nage au fond de la piscine et qu'on regarde les personnes sur le rebord, des fois on ne les voit pas, à cause d'un effet qui est de ce type-là. Mais si vous voyez quelqu'un, vous pouvez être sûr qu'il vous voit. Alors, ça c'était la question qui était résolue. La dernière question, c'est que je continue à inverser le sens de ma lumière, et j'arrive là, avec un angle T que j'ai pris égal à 80 degrés. Et je veux savoir comment il sort. Voilà. Et je crois qu'on s'était arrêté là. Oui, pour ceux qui ont été jusqu'au bout? Donc la résolution, de toute manière, c'est exactement la même que dans les calculs précédents. C'est-à-dire que je vais appliquer ma troisième loi de Descartes. Donc ça, c'était à 3. Non. C'est la question deuxièmement petit b. Donc, on applique la deuxième loi de Descartes. N1 sinus I égale N2 sinus T. Je vais un peu rapidement parce que maintenant vous avez l'habitude. Ça veut dire que sinus T, c'est N1 sinus I que divise N2. Et c'est là qu'il y a des erreurs parfois dans les exercices. C'est que j'ai inversé le sens de la lumière. Lui, c'est plus le milieu 2, c'est le milieu 1. Et donc lui, c'est plus le milieu 1, c'est le milieu 2. Et donc ici, mes valeurs de N1 et de N2, ce ne sont pas les mêmes que celles que j'ai là. Ça me fait N1 et N1 ici, ils vaut 1,5 parce que je suis dans le vert, et ça fait sinus 80. Et N2, c'est 1. Et on se retrouve avec un sinus T,
qui est égal à 1,5, je crois. Et après, vous faites comme d'habitude, t égale arc sinus de 1,5, et la machine, elle plante. Ça marche pas. Ça marche pas, pourquoi? Vous connaissez les propriétés de la fonction sinus? Eh oui. La valeur de sinus est toujours comprise, quel que soit l'angle, entre moins 1 et plus 1. Entre moins 1 et plus 1. Donc quand vous faites un arc sinus, la machine, elle attend arc sinus de quelque chose qui est plus petit que 1. Et là, j'ai quelque chose qui est plus grand que 1. Donc la machine, elle ne comprend pas. C'est pas possible. Un sinus t égale 1,5, c'est impossible. Alors si je reprends, je ne vous vois pas prendre la correction. En tout cas, pour la majorité d'entre vous. Alors, on l'avait préparé ensemble. Hein. Non. Si, on l'avait préparé ensemble? Non? Bon. Donc, prenez la solution. Et donc, la question, c'était trouver l'angle de transmission. Après, je vous avais mis comme question, quel problème se pose-t-il? Et comment on peut l'interpréter? Et donc, le problème qui se pose, là, vous l'écrivez sous la forme que je vous ai dit, c'est-à-dire sinus t égale à 1,5, c'est impossible, parce que le sinus est plus petit ou égal à 1. Donc, à la suite, vous mettez c'est impossible, car sinus t est forcément inférieur ou égal à 1. Ah mais si, on l'a fait ensemble. On l'a fait le vendredi, avant de sortir. Mais on ne l'avait pas corrigé. D'accord. Donc, oui, une question? Là, ce que je vous ai mis en bas, là en dessous, c'est impossible, car sinus t doit être inférieur ou égal à 1. Alors, voilà. Maintenant, comment j'interprète ça? Parce que, il ne faut pas oublier quand même les choses. Hein. Vous vous rappelez le système avec le demi-cercle en verre, etc., et le rayon laser. Envoyer un rayon laser à t égale 80 degrés, je peux le faire. Donc, là-dedans, concrètement, il n'y a rien d'impossible. Je mets mon rayon laser, je le mets à 80 degrés de ma plaque de verre, et j'envoie le rayon lumineux. Ça, je peux le faire. Et donc, comme je peux le faire, dès que le calcul numérique me donne quelque chose d'impossible, comment j'interprète ça? Mon rayon lumineux, qu'est-ce qui va lui arriver? On est bien d'accord qu'il ne peut pas s'arrêter et puis hop, comme ça. Oui. Pardon? Non, non, là c'est 80, j'ai dit. Est-ce que vous appelez tout droit ça? Voilà. Alors, l'idée c'est la suivante. Si sinus t égale 1,5, ça veut dire, c'est clair, je ne peux pas trouver petit t. Ça ne marche pas. Si je ne peux pas trouver petit t, avec le calcul qui est ici, et où il n'y a aucune erreur ici, si je ne peux pas trouver petit t, c'est que tout simplement il n'existe pas. Et si petit t n'existe pas, donc s'il n'y a pas d'angle de transmission, ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de rayon réfracté. S'il n'y a pas de rayon réfracté, ça veut dire que la lumière, quand elle arrive ici, elle ne traverse pas la frontière entre les deux milieux. Il n'y a pas de rayon transmis, ce rayon lumineux-là, il ne traverse pas la frontière. Donc qu'est-ce qui lui arrive s'il ne traverse pas la frontière? Hop, il est entièrement réfléchi. C'est pas T, c'était ici. Oui. Un rayon lumineux qui arrive ici avec un angle I égale 80 degrés, on vient de montrer qu'il n'y a pas de rayon transmis, et on a vu que les rayons lumineux, quand ils touchaient la surface de séparation, ils se divisaient en deux.
bah lui, au lieu de se diviser en deux, il va être intégralement réfléchi. Il ne passera pas dans l'air. Et ça a beaucoup d'applications pratiques. La première que vous connaissez, c'est la fibre Internet. Vous savez, quand on est réglé par fibre. Qu'est-ce que c'est en fait? Comment ils envoient, à votre avis, les informations sur Internet? Ouais, c'est ça. On envoie un faisceau lumineux. Et les 0 et les 1 sont modulés avec le faisceau lumineux. Je mets plus ou moins d'intensité, etc. Et donc, on envoie la lumière sur une fibre optique. Qu'est-ce que c'est qu'une fibre optique? C'est tout simplement un morceau de verre cylindrique. Très, 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 très grand. C'est plusieurs kilomètres. Mais c'est un morceau de verre cylindrique. Et si j'envoie de la lumière dedans, bah, si je ne fais pas attention, elle se disperse et elle finit par sortir de la fibre. Donc, comment on fait? On envoie la lumière en mettant un angle, je crois, de un petit peu moins de 70, 68 degrés. Et même à 68 degrés, ça ne sort pas. Et donc la lumière, elle est entièrement réfléchie. Puis ensuite, elle va sur l'autre côté de la fibre, elle est entièrement réfléchie, elle repart sur l'autre côté de la fibre, elle est entièrement réfléchie, etc. Et donc, l'information, le rayon lumineux, au lieu d'aller tout droit, en fait, il fait des zigzags dans la fibre. Et comme il fait des zigzags, et qu'à chaque fois, il est entièrement réfléchi, ça marche bien, ça reste dans la fibre. Et vous pouvez faire plusieurs kilomètres avec ça. Voilà. Une autre application, c'est certains d'entre vous, mais alors ça, je ne sais pas trop parce que ça ne se fait plus trop, ce qu'on appelait les fontaines lumineuses. À Lyon, à un moment, on faisait les illuminations, on illuminait aussi les fontaines. Et donc, on met de la lumière avec un angle, je ne sais plus, de 75 ou 80 degrés dans l'eau. Et en fait, on a l'impression que l'eau de la fontaine, il y a de la lumière dedans, mais que la lumière, elle ne sort pas. Et donc, on voit les jets d'eau bien éclairés. On utilise ce genre de propriété. Voilà. Avez-vous des questions là-dessus? Fin de notre paragraphe, on démarre quelque chose de tout à fait nouveau. C'est le dernier paragraphe. Donc c'est un paragraphe grand 4. Et on va parler des lunettes. Alors pardon, on ne va pas parler que des lunettes, on va parler des lunettes et des loupes. Alors par rapport à vous, ça va être un petit peu en décalé, puisque vous n'avez pas encore fait le TP. C'est un paragraphe grand 4 que j'appelle étude des lentilles convergentes. Étude des lentilles convergentes. Et il manque quelque chose que je n'ai pas eu le temps d'aller vous chercher. Je reviens.
Voilà, je suis désolé, j'ai mis un petit peu de temps à le trouver. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une lentille? C'est ce qu'on met dans l'œil. Ouais. Alors, ah oui, d'accord, j'avais pas vu sous cette forme-là, mais même ça, en fait, je vais le tourner d'une autre manière parce que ma question est beaucoup trop vague et puis en plus le mot lentille on l'a pas, enfin si on l'a utilisé vendredi quand vous étiez là, je vous ai fait vous rappeler, toucher un petit peu les différentes lentilles convergentes et divergentes. Hein. Mais sur le fond, on n'a pas. Qu'est-ce que c'est que des lunettes? Ouais. Oui. Bah, soit quand on a des problèmes, selon le problème de vue, ça va être divergent, ça va écarter la lumière, ça va la rejoindre Ouais. soit ça va, si elle converge, bah, ça va la concentrer dans sa coin. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que vous vouliez proposer, Monsieur Roux? C'est ça. Et puis j'ai vu une autre main se lever. Oui. C'est? Ouais, déjà, ça c'est important. Alors c'est vrai que c'est pas toutes les lentilles sont pas forcément en verre maintenant. Mais au départ c'était ça. Mais quel est l'objectif de ces trucs-là? Alors c'est vrai que les lunettes c'est pour corriger la vue, que les lentilles du vidéoprojecteur c'est pour envoyer une image sur un écran, mais si je généralise. Ouais, c'est ça. L'idée c'est de changer la trajectoire naturelle de la lumière pour ramener les rayons lumineux à un endroit qui m'intéresse. Ou pour changer la direction de la lumière de manière à ce que ça m'intéresse. L'idée, par exemple, des lunettes, pour ceux qui sont myopes, ceux qui sont myopes, c'est des personnes qui ont, alors attendez que je ne fasse pas d'erreur, ouais, l'image, au lieu de se former sur le fond de l'œil, elle se forme un petit peu avant. Donc on met quelque chose, on met des lentilles divergentes, et l'image recule, et donc tombe bien sur le fond de l'œil. Pour les personnes qui sont hypermétropes, c'est l'inverse. L'image, au lieu de se former bien sur le fond de l'œil, en fait, elle se formerait derrière. Donc on met des lentilles convergentes pour que la lumière se redresse, et pile, ça tombe bien sur le fond de l'œil. Les personnes qui sont astigmates, il y a un œil à droite, un œil à gauche, c'est pas la même forme. Astigmate, c'est justement ça, c'est quand vous avez votre œil droit et votre œil gauche, au lieu d'être parfaitement sphériques, ils ont une différence de forme. Il y a un œil qui est un peu plus aplati que l'autre. Résultat, votre œil droit voit par exemple bien, alors que l'œil gauche voit pas bien. Et au niveau du cerveau, quand il compare les deux images des deux yeux, ben, il est embêté parce que c'est pas la même image. Donc du coup, on voit pas bien. Alors je sais pas trop comment on voit parce que je suis pas astigmate, mais il semblerait que ça gêne beaucoup. Bon, enfin bref, il y a différents types de choses. Hein. Et puis les lentilles de ce type-là, c'est pour envoyer l'image sur un écran. Spontanément, si vous retirez la lentille, l'image elle serait peut-être floue parce que trop en avant ou trop en arrière. Donc une lentille, c'est quelque chose qui est fait pour changer la trajectoire spontanée de la lumière pour aller à un endroit qui nous intéresse. Et donc on a vu que pour les choses simples, il y avait deux types de lentilles. Alors si on les regarde de profil, des lentilles convergentes, vous vous rappelez, celles qui étaient un peu bombées, donc celles qui font loupe. Et puis les lentilles divergentes, l'autre qui était un petit peu creuse, qui elle, au lieu de faire loupe, elle a tendance à écarter les rayons lumineux. L'idée globale, c'est ça. Ah ouais, mais on voit peut-être pas très très bien. Vous arrivez à voir? Ouais. On voit pas de... Ouais, je vais fermer ça. Ouais, si on voit que ça part un peu plus. On va augmenter un peu le contraste. Ça part un peu plus.
Voilà, normalement ça doit commencer à se voir un petit peu mieux. Pour que ce soit vraiment bien, il faudrait que fermer tous les volets. Je vais vous montrer en passant les rayons. Et quand on a ici, en fait, celui-là, il fait ça. Enfin, normalement, ouais, c'est pas vraiment très droit. Je vais mettre devant. Celui-là, il fait ça. Celui-là, il fait ça. Celui-là, il fait ça. Celui-là, il fait ça. À peu près. Oui. Donc, j'envoie des rayons lumineux qui sont parallèles entre eux, et c'est pour ça qu'on parle de lentille convergente, parce que après la lentille, les rayons lumineux vont aller vers le même point. Et au niveau mathématique, quand on dit aller vers le même point, on dit converger vers le même point. C'est peut-être un vocabulaire qu'on n'utilise plus dans le langage courant, mais c'est ça. Lentille convergente parce que ça rapproche les rayons lumineux. Puis une fois qu'ils se sont rapprochés, ben vous voyez, de nouveau, ils s'écartent. La lentille divergente, elle... Alors, pardon. Je vais trop vite. Une autre lentille convergente, et on voit que à la sortie, ça fait le même phénomène, mais pas au même endroit. Oui. Pareil, ça fait converger les rayons lumineux, ça les rapproche, mais le point d'intersection des rayons lumineux, il est un peu plus loin. Donc mes différentes lentilles convergentes vont quelque part avoir tout le même effet. Je rapproche les rayons lumineux, mais cet effet va être plus ou moins accentué en fonction de la forme de la lentille. Plus la lentille va être bombée, plus les rayons lumineux vont se rapprocher rapidement. Plus la lentille va être presque plane, plus les rayons lumineux vont converger, mais loin. Ça, c'est les convergents. Le filet, là-bas. Le divergent, vous arrivez à voir là? Le divergent, elle est creuse, ici. Pas très creuse, mais creuse. Et donc, là, je pense par contre que ça se voit bien, même du fond, on les voit bien, les rayons lumineux. Voilà. Donc, la lentille divergente, elle, ben, c'est l'opposé. C'est-à-dire qu'au lieu de ramener les rayons lumineux plus proches les uns des autres, on les écarte. Et la manière dont on les écarte va dépendre de la taille du creux. Et ici, je suis beaucoup plus creusé que celui-là. Bon, par contre, elle est plus petite. Donc, celui-là, il ne compte pas. Et vous voyez qu'à la sortie, les rayons lumineux s'écartent plus vite. Donc, la forme géométrique va avoir une influence importante sur ce que va faire votre lentille convergente ou votre lentille divergente. D'accord sur le principe? Alors, bien évidemment, on peut avoir des choses beaucoup plus compliquées que ça. Je pense aux appareils photo, je vous en montrerai vendredi, si on a le temps à la fin du TP. Je vous montrerai des appareils photo, donc j'ai cassé les objectifs des appareils photo, et vous verrez, il y a des lentilles simples, mais il y a des lentilles avec des formes un peu bizarres. Mais des lentilles avec des formes un peu bizarres parce que, justement, on veut faire aller la lumière de manière un peu compliquée, pas simplement en ligne droite. Et donc, si on veut faire aller la lumière de manière un peu compliquée, ben, il faut que la forme de votre morceau de verre soit aussi un peu compliquée. Nous, on va étudier que les lentilles convergentes. Et donc, pour ce paragraphe 4, ça va être comme pour le paragraphe précédent. C'est-à-dire, avant d'aborder le travail lui-même, on va avoir beaucoup de définitions à écrire. Voilà sur l'idée générale. Est-ce que vous avez des questions? Je rouvre quand même pour qu'on voit bien au niveau du tableau. Ouais, sauf que peut-être ça vous dérange. On va rebaisser ça. Voilà. Même chose dans le service, si vous voulez le baisser un petit peu parce que ça vous dérange, n'hésitez pas. Donc allons-y. Première définition.
Donc une lentille est un morceau de verre. Une lentille est un morceau de verre qui permet de dévier les rayons lumineux pour leur faire suivre la trajectoire que l'on choisit. De dévier les rayons lumineux pour leur faire suivre la trajectoire que l'on choisit. La lentille est appelée convergente. La lentille est appelée convergente si elle permet, la lentille est appelée convergente si elle permet de rapprocher les rayons lumineux. Si elle permet de rapprocher les rayons lumineux. Donc on est bien d'accord, ce que je veux dire, rapprocher les rayons lumineux entre eux. Alors, nous on va étudier les lentilles convergentes simples. Donc ça, c'est pas la peine de l'écrire. On va continuer la définition. Et donc nous on va étudier les lentilles convergentes qui ont la forme que vous avez vue vendredi avec les petites lentilles qui étaient sur le petit pot de verre. Donc sous cette forme-là. Pas cette forme-là que je vous ai montré là. Moi je veux que les bords ils aillent jusqu'au bout pour que les deux bords se retouchent. D'accord sur l'idée? Donc, vous le mettez juste à côté. Elles ont cette forme-là. Et puis, vous dessinez la forme. Elles ont cette forme-là. Deux arcs de cercle. Oui? Oui. Mais nous, c'était la quasiment plate, c'était la divergente. Mais elle était très faiblement divergente. Pardon? Donc, vous dessinez ce dessin-là. Voilà, alors, je la redessine un petit peu plus grosse. Pour vous, c'est pas la peine, hein. Vous l'avez déjà fait. Chose qui est importante, parce qu'on pourrait dessiner, on pourrait faire des trucs un peu, je vais dire bizarre, c'est pas le bon terme. Ce qui est important, c'est que ma lentille soit symétrique. Et là, manifestement, pour moi, c'est pas le cas. C'est-à-dire que la partie gauche et la partie droite ont la même courbure. Je vais faire un peu plus ça. Donc bien symétrique droite-gauche. Attention, ça ne veut pas dire que toutes les lentilles convergentes sont symétriques droite-gauche. Mais celles qu'on étudie, c'est les plus simples possibles. Toujours avec la même démarche, vous vous rappelez, on en a parlé en chimie, on en a parlé en physique aussi, c'est je commence par étudier les trucs simples, j'en tire des lois, et puis ensuite je complique. Mais plus je complique, plus mes lois sont compliquées. Donc on commence vraiment par la base. Donc on va voir cette symétrie, et on est bien d'accord, il y a une deuxième symétrie. Clairement, droite-gauche, c'est symétrique. Mais où est-ce que c'est symétrique aussi? Ouais, au bas. Donc vous avez une deuxième symétrie qui est à peu près par là. Et donc, ça veut dire que dans ma lentille convergente, j'ai un point qui est quand même particulier par rapport aux autres. Voilà. C'est le point du milieu, celui qui est le point d'intersection de mes deux symétries, c'est lui.
Et donc lui, il est particulier, et lui, il a des propriétés très particulières. Donc comme il a des propriétés très particulières, alors je ne vais pas m'embêter, je vais l'appeler O, et on va parler de centre optique de la lentille. Et on va le noter O. D'accord sur le principe? Vous le notez? Définition suivante. On appelle centre optique d'une lentille convergente. On appelle centre optique d'une lentille convergente le milieu de cette lentille. On appelle centre optique de la lentille convergente le milieu de cette lentille. Le centre optique a la propriété suivante. Le centre optique a la propriété suivante. Donc, 2 points. Le centre optique a la propriété suivante. 2 points. Tous les rayons lumineux. Tous les rayons lumineux qui passent par le centre optique. Tous les rayons lumineux qui passent par le centre optique ne sont pas déviés. Tous les rayons lumineux qui passent par le centre optique ne sont pas déviés. C'est le seul comme ça. C'est le seul point. Tous les autres points de la lentille convergente vont dévier les rayons lumineux pour les rapprocher entre eux. Mais lui, tous les rayons lumineux ne sont pas déviés. Mais vraiment tous, hein. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que ce rayon lumineux qui n'est pas dévié. Il y a aussi celui-là qui n'est pas dévié. Il y a aussi celui-là. Tout ce qui passe par le centre optique, ça va tout droit. Application directe des lois de Descartes. Pourquoi c'est des applications des lois de Descartes? Même si je ne fais pas le calcul. Pourquoi là, je sais que je vais appliquer directement les lois de Descartes? N'allez pas chercher un truc compliqué, hein? Oui? Ouais, d'accord. Ça va être le deuxième temps. Plus simple dans un premier temps. Pourquoi je sais que si je devais faire les choses très mathématiques, alors que nous, on va le faire graphique, hein, il y aura très peu de formules sur ce paragraphe-là. Si je devais faire les choses de manière mathématique, pourquoi je sais que je devrais appliquer les lois de Descartes? Quand est-ce que j'applique les lois de Descartes? D'une manière générale. Ah, ça fait... Oui, quand la lumière change de milieu. Et là, qu'est-ce qu'elle fait, ma lumière? Elle change bien de milieu, puisqu'elle est dans l'air, elle passe dans le verre, et elle ressort dans l'air. Donc non seulement elle change de milieu, mais elle change de milieu 2 fois. Et donc, l'idée ici, quelque part, alors j'exagère un petit peu, mais c'est quasiment ça. Vous vous rappelez, on a vu dans les lois de Descartes, il y a un rayon lumineux qui n'est jamais dévié quand on change de milieu. C'était l'exercice d'avant. C'est celui qui a un angle d'incidence égal à 0. Voilà. Quand je vous disais que quand on regardait tout droit, donc perpendiculaire à la vitre, il n'y avait pas de déviation. Ben, c'est exactement ça. Quelque part, c'est l'application de cette loi de Descartes, mais avec des rayons lumineux qui sont perpendiculaires à la surface de séparation. Alors, j'exagère un petit peu, mais c'est l'idée globale. Oui. Ouais, il y a un petit décalage. Alors, en fonction de la distance où vous êtes, c'est un Alors, on est bien d'accord, hein, c'est pas un décalage de 3 mètres, hein, mais c'est un petit décalage qui est mesurable de 1 ou 2 mm sur la gauche et sur la droite. Non, il n'est pas visible à l'œil nu parce que... Alors, pardon. Il est visible à l'œil nu si on y fait attention. Il n'est pas visible à l'œil nu si vous ouvrez une fenêtre. Quand on ouvre une fenêtre, notre attention, elle n'est pas prise par ce qu'on regarde. Notre attention, elle est prise par le mouvement. J'ouvre une fenêtre. Et après, simplement, je regarde. Alors que si vous êtes sur la fenêtre, vous mettez un peu en biais, vous regardez où vous êtes, vous ouvrez et vous regardez où vous êtes, là, on voit la différence. Mais pour prendre des repères,
Moi, la fois où j'ai voulu vérifier ça, je ne me suis pas embêté, hein, j'ai pris un rayon laser. J'ai regardé où allait mon rayon laser, dans un cas comme de l'autre, il a fallu bricoler quelque chose, parce que si on tient le rayon laser, vous savez bien, si je tiens un rayon laser à côté de la fenêtre, souvent la fenêtre ici, moi, c'est un peu ça. Pour tenir quelque chose et le garder bien immobile, c'est vraiment un entraînement particulier. Donc j'avais bricolé un truc, j'avais mis mon faisceau laser, enfin bref. Et donc il y a un petit décalage. Pas grand chose, mais quand même. Ça se voit. Alors, je continue. Notre objectif, ça va être d'étudier comment sont transformés les rayons lumineux entre avant et après la lentille, de manière à ce qu'on puisse prévoir, je mets un objet ici, n'importe quoi, et je vais regarder ce que je vois à travers la lentille. Donc je veux savoir l'image de l'objet. Un petit peu comme ici qui projette une image. Donc vous avez une image qui est créée par là, et puis vous avez une image qui arrive ici. D'accord, c'est clair sur l'idée? Donc pour ça, on va faire essentiellement des représentations graphiques. À titre personnel, vous allez le voir, hein, je trouve que ça nous fait des exercices qui sont assez simples. Mais pour lesquels il faut être minutieux. Mais ça, vous, on le verra dans les applications. Donc, on va faire des schémas. Première question, est-ce que vous vous souvenez de la différence qu'il y a entre un schéma et un dessin? Hein, vous en avez parlé en SVT, oui? C'est? Ouais, mais enfin le dessin, on peut le faire en anglais aussi. Oui? Ah, ouais, d'accord, oui? Ouais, oui? Ouais, mais ça aussi, hein, on peut le dessiner un petit peu comme on veut. Ouais, mais c'est pareil. Dans un schéma aussi, on pourrait dans un dessin, on pourrait le faire aussi. Non, ce que dit votre camarade, c'est juste, c'est ça. Un dessin, vous allez représenter ce que vous voyez ou ce que vous imaginez. Un schéma, on va simplifier le dessin de manière à représenter les choses qui sont importantes pour mettre en évidence les propriétés. Donc, du coup, il y a tout un tas de choses qu'on ne dessinera pas, et même sur ce qu'on dessinera, on mettra plutôt des symboles qu'un vrai dessin, de manière à simplifier, pour que apparaissent bien en évidence les propriétés et les conclusions qu'on veut avoir. Par exemple, ici, ça va être clair, je vais avoir besoin d'une lampe pour éclairer. Je ne la dessinerai jamais, parce que je sais que pour que ça marche, il faut que ce soit éclairé. Donc, je ne vais pas surcharger mon schéma avec une lampe. La lentille convergente, sous cette forme-là, elle va me prendre de l'espace. Je vais faire un symbole de lentille convergente. Je ne vais pas dessiner ça. Je vais mettre à côté ma lentille convergente, je vais la dessiner sous forme d'un trait. C'est l'équivalent de cet axe qui est ici. Et puis je vais mettre deux petites flèches au bout, comme ceci. Les deux petites flèches au bout, c'est comme si je coupais la lentille ici et là. Vous voyez, deux petites flèches là et deux petites flèches ici. De manière à faire la différence entre les lentilles convergentes et divergentes. Pour vous, la différence n'a pas d'importance, on va travailler que sur les lentilles convergentes. Mais l'année prochaine, vous travaillerez sur les lentilles divergentes. On pourra faire la distinction entre les deux. Pardon? Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que, comme on va faire souvent des schémas, plutôt que dessiner complètement la lentille convergente, ce qui va me prendre du temps et ce qui va demander aussi de la précision, parce que faut savoir comment elle est bombée. Donc, plutôt que dessiner ça, on ne va pas s'embêter. On va représenter la lentille convergente en dessinant que ça. Donc, un trait tout droit avec des flèches aux extrémités. Et ça va être mon symbole de la lentille convergente. Donc, je dessinerai ça au lieu de dessiner ça. Et donc, du coup, objectivement, je vais gagner du temps. Où est-ce que vous avez utilisé des schémas qui sont vraiment très différents de la réalité? Au collège? Oui? Ouais, en circuit électrique. Vous vous souvenez de ce que vous dessinez, ça n'a rien à voir avec la réalité. Quand on voit un circuit électrique concret et puis qu'on voit le schéma, on se demande comment on passe de l'un à l'autre. Alors bien sûr, on le reverra cette année, les circuits électriques, mais c'est pas bien compliqué l'électricité là aussi. Encore qu'il y a un petit truc. Mais voilà, en électricité, on dessine des schémas. Ça va? Pas de questions? Définition suivante. Enfin, c'est pas une définition, c'est plutôt une propriété.
Donc, sur un schéma, on représente la lentille convergente. Sur un schéma, on représente la lentille convergente sous la forme, on représente la lentille convergente sous la forme, et puis vous me dessinez ça, sous la forme, et puis vous me faites ce dessin. Si je relis ça à ma définition précédente, ça veut dire que mon centre optique, je vais le mettre là. Vous vous rappelez, le centre optique, c'est le milieu. Donc mon centre optique, je le mets ici, et je le mets au milieu de mon trait, au milieu de ma lentille convergente. Et je le matérialise avec une petite croix pour dire où il est. Ça va jusqu'à là? Pas de questions? Alors, définition suivante. J'espère que tout le monde se souvient bien de nos schémas sur la loi de Descartes. En fait, on va dessiner l'équivalent de la droite normale. Vous vous souvenez, la droite à partir duquel on mesure les angles, celle qui est perpendiculaire à la surface de séparation. Ben là, on va faire à peu près pareil. Mais on va lui donner un autre nom. Donc, définition suivante. On appelle axe optique. Donc, optique comme optique au tableau, et puis axe AXE. On appelle axe optique. La droite perpendiculaire, on appelle axe optique. La droite perpendiculaire à la lentille convergente, la droite perpendiculaire à la lentille convergente, qui passe par le centre optique. La droite perpendiculaire à la lentille convergente qui passe par le centre optique. L'axe optique, donc on finit, l'axe optique est orienté, l'axe optique est orienté dans le sens de la lumière. L'axe optique est orienté dans le sens de la lumière. Alors, déjà, première partie de ma définition, l'axe optique est la droite qui est perpendiculaire à la lentille convergente. Donc, comme j'ai dessiné ma lentille convergente entre guillemets verticalement, mon axe optique il va être horizontal. Donc, perpendiculaire à la lentille convergente qui passe par le centre optique. Autrement dit, mon axe optique, c'est quelque chose que je dessine comme ceci. Voilà l'axe optique. Qu'est-ce que ça veut dire que je l'oriente? C'est-à-dire quoi quand on oriente une droite? Ah, oui? Ouais, c'est ça, on met une flèche. Donc ici, j'ai deux solutions pour ma flèche, hein, c'est vers la droite ou vers la gauche. Et donc, on l'oriente dans le sens de la lumière, c'est-à-dire que quand je mets une flèche à l'axe optique, alors dans nos dessins, on prendra toujours la flèche qui va de la gauche vers la droite, ça veut dire que la lumière ira toujours de la gauche vers la droite. Là, mais ça, je vais vous le faire noter après. Vous mettez ça sur le schéma?
je vous fais noter maintenant ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet de l'ampoule. Donc, avant de le noter, je vous réexplique. Je vais toujours supposer que la lumière va de gauche à droite. Donc, ça veut dire que ici, à un endroit, je ne sais pas exactement où, j'ai une ampoule. Cette ampoule va m'envoyer la lumière à travers la lentille convergente et je vais regarder comment passe la lumière. Tout à l'heure, la lumière, je l'ai fait arriver avec des rayons lumineux qui sont bien parallèles. Ce n'est pas toujours le cas. Je peux avoir une lampe qui envoie de la lumière un peu partout. Ce sera même souvent le cas. J'aurai une lampe qui enverra la lumière un peu partout. Donc ici, j'ai une ampoule et je ne la représenterai jamais. Donc il faudra toujours avoir en tête le fait que ici, j'ai une ampoule qui fabrique des rayons lumineux qui vont partout. D'accord sur l'idée? Vous me le notez? On supposera toujours ouais, c'est une espèce de propriété, si vous voulez. On supposera toujours qu'il y a à la gauche de la lentille convergente, on supposera toujours qu'il y a à la gauche de la lentille convergente une lampe qui fabrique de la lumière. Une lampe qui fabrique de la lumière. Alors, si je suis un petit peu plus précis sur le travail que je vais vous demander, et ça va être le TP de vendredi, et donc vos camarades, eux, ils ont déjà fait ce TP-là, donc je vais mettre ici une lampe. Je vais mettre ici un objet. Et donc mon objet va être éclairé par la lampe. Et donc ensuite, la lumière va venir toucher l'objet, et ensuite, je vais regarder ce qui se passe à travers la lentille convergente. Autrement dit, je vais regarder ce que devient la lumière qui éclaire l'objet de l'autre côté de la lentille convergente. Le principe qu'on va étudier, c'est le projecteur de salle de cinéma. Vous avez déjà eu l'occasion de rentrer dans les salles de projection? Il faut y aller. Si vous demandez gentiment, les gens ils vous laissent rentrer. Donc moi, voilà, vous rentrez, vous demandez à la personne, est-ce que je peux rentrer pour voir? Voilà. Pour voir comment c'est fait. Moi, j'avais trouvé ça intéressant à l'époque. Rentrez, vous savez, vous allez au cinéma, et puis ensuite, il y a la salle qui projette le film sur l'écran. Et voir comment c'est fabriqué. Et en fait, l'idée, c'est exactement ça. Votre projecteur, il y a une lampe. Cette lampe va éclairer des images qui sont fabriquées. Alors, à l'époque, c'était des images qui étaient fabriquées avec une caméra. Maintenant, c'est des images qui sont numériques. Et donc, cette image numérique, un peu comme le rétroprojecteur ici, cette image numérique va être projetée sur votre écran. Donc, vous avez ici une lampe. Ici, vous avez l'image numérique qui est éclairée par la lampe. Les rayons lumineux de l'image numérique viennent ici. Et ces rayons lumineux, ensuite, convergent vers l'écran. Et moi, ce que je veux, c'est savoir l'image que j'obtiens sur l'écran. Ça va être notre travail général. Voilà, donc on commencera ça en TP. Donc c'est un TP de physique, vendredi. Donc c'est pas la peine d'emmener la blouse. Allez, fin de la session.